Je suis Delphine Zanelli, conférencière et créatrice de la méthode Lead for Impact. Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui vous donne les clés et l'énergie pour transformer vos managers en leaders, pour faire de votre entreprise un lieu attractif et performant. Chaque semaine, nous plongeons dans les sujets qui comptent vraiment. Ici, pas de mode d'emploi ou de modèle hors sol, mais des clés concrètes expérimentées en entreprise. Des discussions profondes avec des pionniers et experts variés pour nourrir votre réflexion et vous déculpabiliser. La perfection n'existe pas, les chemins sont multiples, c'est l'action qui compte. On y va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'entreprise de demain, dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Meigne. Cécile est directrice générale des laboratoires NHCO Nutrition. J'ai beaucoup aimé recevoir Cécile sur le podcast. Elle nous délivre vraiment ses secrets de leader. Elle nous emmène au cœur d'une entreprise en pleine croissance qu'elle dirige avec un savant équilibre de rigueur, d'intuition, d'expérimentation. Cécile part du principe qu'un leader n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais doit créer les conditions pour que chacun puisse apprendre, grandir, innover et les trouver. Pour cela, Cécile s'autorise à ne pas tout savoir, tout en veillant à transmettre à ses équipes l'envie d'apprendre et les moyens, j'insiste, de trouver les solutions ensemble. Ce cocktail de confiance, d'humilité, d'apprentissage continu rend son leadership à la fois efficace et profondément humain. Donc Cécile va bien sûr revenir sur son approche de leadership qui est centrée sur la responsabilisation, la transmission, comme vous avez pu le comprendre, et l'intelligence collective. Malgré tout, assez loin des modèles traditionnels. Alors j'imagine que vous êtes curieux de découvrir les secrets d'un leadership qui inspire et fait grandir. Juste avant, je voulais vous dire, si ce podcast vous aide à avancer, prenez une seconde pour vous abonner, le noter sur Apple ou Spotify, mettre un commentaire aussi. Ça vous prendra, avec le commentaire et la note, peut-être 1 minute, mais c'est énorme pour faire découvrir ce contenu à plus de leaders comme vous. Pour vous remercier, je vous prépare par ailleurs une nouvelle newsletter, le club des managers de l'entreprise de demain. Je la sors bientôt. L'objectif, c'est de vous permettre de partager les problématiques de vos pairs et les solutions qui sont trouvées. C'est quelque chose que je fais dans mes conférences, dans mes ateliers, dans mes séminaires, que je fais aussi en off avec certains d'entre vous. J'ai voulu vous en faire profiter. Et vous allez me dire, moi, si je suis DRH, je vous oublie pas, parce que j'échange aussi beaucoup avec des DRH et des dirigeants au quotidien sur les problématiques RH. Donc, je vais y dédier une newsletter. Vous avez aussi le moyen de vous abonner dans les notes de cet épisode, comme pour le club des managers. Alors, ensemble, faisons grandir cette communauté de l'entreprise de demain. Et maintenant, écoutons Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Ok. Donc, je suis Cécile Meigne. Donc, j'ai 46 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je suis pharmacienne de formation. Et ça fait plus de 25 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Et depuis 5 ans comme directrice générale des laboratoires NHCO Nutrition en France. NHCO Nutrition, c'est quoi ? Alors, NHCO Nutrition, c'est une entreprise qui commercialise des compléments alimentaires à base essentiellement d'acides aminés, des complexes, mais qui peuvent regrouper aussi des minéraux, des plantes. Et ce sont des produits distribués essentiellement en pharmacie. Nous sommes une filiale du groupe pharmaceutique italien Chiesi, donc un groupe de plus de 3 milliards d'euros. Voilà, donc des produits qui font du bien pour la santé, pour la prévention, pour le bien-être des personnes qui ont envie de se supplémenter en micronutrition. Quel a été votre parcours pour arriver à ce poste ? Alors, pour arriver à ce poste, donc après mes études de pharmacie, j'ai travaillé en officine, d'abord quand j'étais étudiante. Et en fait, ce que j'adorais quand j'étais au comptoir et que je faisais mes études, ça a été le côté très business, très entrepreneur du métier de pharmacien. Donc, c'était pas forcément le côté très santé, ça m'intéressait, mais vraiment le côté entrepreneur très vite. C'est ce qui m'a... Donc, j'ai eu envie de continuer dans l'industrie pour pouvoir me former au métier de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière, plutôt en marketing, donc marketing et business. Et puis, j'ai eu alors une étape qui a été peut-être assez déterminante, c'est au bout de 10 ans, un peu moins même, c'était au bout de 7 ans, on m'a confié la responsabilité de créer une business unit from scratch
Donc, c'était chez Galderma. Et là, ça a été ma première expérience hyper entrepreneuriale parce que j'ai toujours aimé créer, être dans le mouvement, être dans la transformation. Et c'est ça qui me passionnait. Et donc, j'ai eu cette première opportunité, donc j'avais 31 ans, où du coup, ça a été... donc, fallait créer une business unit from scratch. Et puis surtout, première expérience dans un comité de direction. Donc, à 31 ans, c'est un beau challenge. Et surtout qu'on n'est pas formé à ça. Donc voilà. Quel a été là aujourd'hui, si vous réfléchissez à cette expérience, quel conseil donneriez-vous à un manager qui va rentrer dans un CODIR? S'il y avait un conseil. Un conseil, je crois qu'on n'est jamais préparé, parce que de toute façon, on l'apprend pas. Je crois qu'il faut pas avoir peur si on a été choisi, c'est que justement on le mérite. Donc je pense qu'à l'époque, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur qui m'habitait. Je crois qu'il faut surtout pas, au contraire, il faut vraiment se dire que si on est là, on a toute sa légitimité. Donc un conseil, c'est affirmer ses convictions, voilà, et ne pas avoir peur de les vivre pleinement. Et quelles sont vos convictions à vous? Alors, mes convictions d'aujourd'hui, on va dire. Oui. Mes convictions d'aujourd'hui, c'est, je suis passionnée et c'est ce que j'expérimente par le fait que la performance d'une entreprise pour vraiment performer dans un business, il faut absolument travailler le côté très, on va dire, rationnel. Les process, le business model, les plans, les chiffres, la finance, etc. Mais il y a aussi tout le côté un peu plus émotionnel, le côté plus humain, le côté relation interpersonnelle d'une organisation. Et ça, c'est clé. Et en fait, on ne peut pas performer si on met pas des efforts là-dessus. Alors c'est vrai que ça, c'est pareil. On l'apprend pas dans ses études, on l'apprend pas assez. Et c'est en entreprise que j'ai vraiment découvert ça. Et que j'ai pu et qu'aujourd'hui je continue à expérimenter et aujourd'hui en tout cas ça marche, ça vaut le coup de se mobiliser là-dessus en tout cas. Vous pouvez nous donner des exemples? Ouais. Je crois que NHCO, c'est une culture d'entreprise qui est très forte. C'est ce qui a fait vraiment depuis sa naissance, depuis plus de 15 ans maintenant, quand Charles, le fondateur, l'a créé. Il a voulu vraiment entretenir une culture qui laissait place à la responsabilisation, où chacun, alors c'est facile quand au départ ils sont 10, chacun a sa place. Quand l'entreprise grandit, ça faut le cultiver. Et pour le cultiver, ça, c'est extrêmement important de malgré le fait que il y ait de plus en plus de collaborateurs, faut donner aux collaborateurs toute sa place. Donc c'est-à-dire que dans l'organisation, cultiver le côté le plus transversal possible. Donc c'est pour ça que moi je rajoute pas des couches dans le management, dans le leadership. C'est une culture de la proximité, énormément de l'échange, où on laisse place en tout cas à l'intelligence collective un maximum, donc où chacun peut participer. Comment ça se traduit concrètement au quotidien? Alors, concrètement, c'est par exemple cette culture projet très forte où chacun a sa place. C'est par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de comité de direction. Donc par contre, j'ai des teams stratégiques où il y a beaucoup de monde dans l'organisation, que ce soit des délégués par exemple du terrain ou bien chacun peut contribuer au projet. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a une gouvernance où chacun a sa place. Je donne un autre exemple. On est face à une problématique, un problème, comment on fait pour le résoudre? C'est pas 3 personnes qui sont les plus proches de moi qui sont forcément les plus à même pour travailler sur la problématique. Donc on mobilise les experts. Donc ça peut être des personnes de partout dans l'organisation.
à qui on peut faire appel, c'est quelle est la personne qui est la plus experte pour pouvoir participer au sujet et prendre le sujet en main. Donc vous n'avez pas de codir, mais vous avez quand même des dirigeants. Donc j'ai des directeurs de département qui managent eux-mêmes des équipes. Et ensuite, en fonction de la problématique du sujet sur lequel on peut mobiliser plein de gens dans l'entreprise donc vous vous réunissez jamais en comité de direction, vous ne vous réunissez qu'en team stratégique. Exactement, j'ai des comités, j'ai plusieurs comités. Et dans lesquels il y a à la fois des membres des directeurs de département, mais aussi des collaborateurs. Des responsables, des experts. D'accord, donc au lieu d'avoir un codir, vous avez plusieurs comités stratégiques. Exactement. En fonction des thématiques. Exactement. D'accord, et qui sont... Mais vous pouvez pas mettre 50 personnes dans chacun de vos comités. Donc, comment vous choisissez les personnes qui participent à ces teams stratégiques? Ça tourne, ça bouge? Ça tourne en fonction des sujets. Bon, encore une fois, aujourd'hui, on est 120 donc, dans l'entreprise, donc on n'est pas non plus... Oui, mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Après, tout le monde, justement, et tout le monde n'est pas forcément légitime ou expert sur tous les sujets. Donc après, c'est surtout sur... chacun sur le volontariat, sur l'envie de tiens, moi j'ai quelque chose à dire sur ce sujet, j'ai un avis et je pense que je peux contribuer, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'on forme les comités. Et comment est-ce qu'on s'y perd pas? Alors parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir quelque chose de clair, de structuré, de cadré. C'est important. Alors on s'y perd pas. Déjà, il y a un poste que j'ai nommé de Chief of Staff qui permet de coordonner tout ça et s'assurer que tous les comités partent pas dans toutes les directions. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, beaucoup de communication. Donc c'est ça, cette transversalité. C'est-à-dire qu'il faut laisser place à beaucoup d'échanges et faire en sorte que la communication, que ça soit fluide. Donc laisser beaucoup de place dans les agendas pour partager ensemble. On en est où? Voilà. Et ça, c'est jamais du temps perdu, surtout... Alors, comment on fait pour avoir de la place dans son agenda? Comment on fait? Il faut savoir trier, savoir dire non. Mais ça veut dire qu'en tant que collaborateur ou directeur de département, manager, je peux dire non chez vous? Bien sûr. Et il faut savoir dire non. Même si on m'appelle pour un comité stratégique. Bien sûr, parce que c'est pas parce que qu'on reçoit, nous on cultive beaucoup le fait de savoir dire non quand on reçoit une invitation, dire est-ce que quelle est ma valeur à cette invitation à participer à cette discussion? Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai pas? Et si je comprends pas, si je comprends pas la valeur que je peux avoir, on a le droit de dire ben non. Finalement, je pense que je n'ai pas de valeur à participer. Donc pour dire non, on dit non, merci, je n'ai pas de valeur à vous apporter. Voilà, après avoir vérifié évidemment que l'objectif soit bien clair. Et si on vous dit si. Ce n'est pas dans la culture. Voilà. Après, d'accord. Encore une fois, bon, voilà. Après, il y a aussi, faut savoir, on cultive aussi beaucoup le mode de communication qui est beaucoup d'informels. D'accord. Tout, voilà, on perd beaucoup de temps, je pense, dans les boucles de mails, les boucles de 15 mails, où souvent, en fait, on se rend compte que on avance beaucoup plus vite en se parlant sur certains sujets. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est ce que on essaie de travailler à ça. Ça, on y travaille, ça c'est dans le mode de leadership qu'on essaye de transmettre chez NHCO. Donc, et on se forme beaucoup là-dessus. Vous avez déterminé un cadre managérial, un cadre de leadership? Ouais. Donc, alors, faut prendre du temps pour le définir, et pour le formaliser. Donc, ça, on a essayé de prendre du temps avec certains managers pour se dire, mais quel mode de leadership on veut industrialiser, on va dire, au fur et à mesure de la croissance. En tout cas, on veut garder, parce que vous êtes en hyper-croissance, on l'a pas précisé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi, vous parlez d'une culture forte, mais ça peut vite s'étioler, tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut pouvoir ancrer les choses, offrir un cadre, avec le cadre. En plus, dans une démarche comme la vôtre, je pense que le cadre est fondamental pour pas qu'on s'y perde, justement. Exactement. Le cadre est fondamental, parce que, encore une fois, la culture, comme elle est forte, faut l'entretenir, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai facteur clé de succès pour NHCO. Et donc, pour ça, faut se poser et se dire, mais au fait, qui on est
et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Ça, c'est extrêmement important. Transmettre aux nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, transmettre aux collaborateurs qui grandissent. Et ça, si vous interrogez plusieurs personnes de NHCO, plusieurs collaborateurs, au départ, avant qu'on le formalise, chacun avait un peu sa notion dans sa tête, de par son expérience, son passé, etc. Mais finalement, c'est pour ça que c'est extrêmement important de le formaliser. Et le formaliser, c'est-à-dire prendre le temps, donc de dire qu'est-ce qui fonctionne dans notre mode de management, qu'est-ce qu'on a envie de conserver et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Voilà. Et une fois qu'on l'a formalisé, eh bien, on se dit, lorsque un collaborateur vient nous rejoindre, est-ce qu'il va être compatible pour incarner ce modèle-là? Et vous êtes partie des forces de l'organisation, en fait, que vous constatez. Ouais, tout à fait. En disant qu'est-ce qu'on garde, donc vous n'avez pas fait quelque chose de théorique, vous allez ausculter l'organisation pour comprendre ce qui faisait sa force et comment on pouvait le... Exactement, et notamment, alors, au sein de l'organisation, c'est extrêmement important. En consultant, moi, je me suis beaucoup appuyée sur le fondateur, Charles Krief. Lorsque j'ai repris l'entreprise, ça faisait 10 ans, lorsque j'ai repris la direction de NHCO, ça faisait 10 ans que Charles avait développé ça. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur l'état d'esprit pour comprendre l'ADN qu'il avait voulu transmettre, sur les collaborateurs qui étaient présents depuis l'origine de l'entreprise. Et puis surtout, j'ai été chercher auprès des clients. C'est extrêmement important, auprès de nos clients, donc nos pharmaciens partenaires, leur dire, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que vous aimez la marque ? Qu'est-ce qui fait que un collaborateur NHCO est différent ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Et à ce moment-là, ils ont une petite passion, le truc en plus qu'on retrouve pas forcément dans les forces de vente des autres entreprises. Et ça, c'est ça qui fait que il y a une attention particulière qui est portée aux clients. Il y a cette passion pour vos produits que vous arrivez à transmettre dans les formations. Et tout ça, c'est se dire, alors comment on cultive une passion ? Comment on fait que les gens soient passionnés ? Et donc, ça a été le sujet. Et de se dire, la passion, déjà, c'est l'envie et surtout que un caractère commun qu'on peut retrouver partout, c'est justement cette envie de transmettre. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous chez NHCO, cette envie de transmettre et qu'on a depuis le départ de la création de l'entreprise, que moi aussi j'ai fortement, parce que c'est vrai que je suis fille d'enseignante, donc je crois que c'est quelque chose que ça j'ai au fond de moi depuis toujours. C'est cette culture du fait que la richesse d'apprendre en permanence, voilà. Et qui nous fait grandir. Vous êtes un leader qui donne envie d'apprendre, c'est ça qui donne envie de grandir. C'est ça que vous avez envie de transmettre. En tout cas, j'essaye. On essaye tous, mais il faut avoir une ligne d'horizon. Ça veut pas dire qu'on l'atteint. Non, tout à fait, j'essaye. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai moi, mais pas que moi, justement, que tous les collaborateurs de NHCO ont aussi, parce que c'est vrai que c'est une marque sur lequel on investit énormément en temps de formation auprès de nos clients. Et donc, on essaie, en tout cas, que tout le monde ait ce côté pédagogue. Et on l'a à la fois avec nos clients, mais à la fois en interne. Donc, c'est-à-dire que chaque expertise chez NHCO, tout le monde essaie de la transmettre aux autres dans son équipe, puisque c'est ça qui fait qu'on arrive à être beaucoup plus performant. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un partage de l'expertise, parce que c'est pas commun non plus, ça souvent c'est un peu un prix gardé, parce que c'est un peu le pouvoir, l'expertise. Exactement. Le pouvoir il est ailleurs chez vous. Le pouvoir il est ailleurs. Est-ce qu'il y a du pouvoir d'ailleurs ? C'est une bonne question. Alors il y a toujours une forme de pouvoir, mais le pouvoir ça peut être de la transmission, ça peut être de faire grandir. Ouais. Quand je dis le pouvoir, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Ouais. Parfois, souvent, c'est de savoir. Ouais. Et donc de savoir pour les autres, ou d'avoir la réponse. Alors c'est un bon point, parce que apprendre, justement transmettre ne veut pas toujours dire je sais tout et du coup je transmets ce que je sais. Au contraire, nous on est une entreprise qui grandit très très vite, donc on cultive, on va dire, le côté auto-apprenant. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que, c'est-à-dire que on ne sait pas ce que NHCO, les défis de NHCO de demain ne sont pas ce que NHCO a connu par le passé. Et donc, on est sans cesse en train de se remettre en question. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très puissant
et qu'il faut continuer à cultiver, c'est le côté l'amélioration continue en permanence et la remise en question. Et dans la transmission, c'est ça qu'on transmet, c'est le côté face à tous les sujets, à tous les défis qu'on a au quotidien. Je ne sais pas toujours tout, je n'ai pas la réponse à tout. En revanche, ce que je transmets, c'est le fait je vais aller essayer de chercher une solution. Et si je l'ai pas en interne, eh bien, essayons d'aller trouver la solution ailleurs, en externe, etc. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaie vraiment de cultiver chez NHCO. C'est transmettre un état d'esprit, une façon de travailler. Et puis, c'est vrai que transmettre le fait qu'on sache pas, c'est aussi une expression du leadership, parce que le leadership, c'est pas tout savoir, c'est au contraire. Amener les autres à venir vous aider, à venir vous... On dit parfois qu'un leader a des suiveurs. Moi, je pense qu'un leader, il a des acteurs. Alors, oui, clairement, un leader, pour moi, un leader, c'est un facilitateur. Voilà, un facilitateur qui doit faciliter la mise en œuvre. Mais faciliter la mise en œuvre ne veut pas dire je reproduis un schéma que j'ai déjà expérimenté par le passé, ou je sais qu'une recette qui fonctionne à un moment donné ne fonctionnera plus demain. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on s'interdit chez NHCO parce que, encore une fois, on change de dimension, on scale le modèle, et donc il y a beaucoup de choses alors qui fonctionnent très bien, qu'on conserve évidemment, mais il y a plein de choses qu'on découvre, et donc à chaque fois, il faut expérimenter. Ça, je crois que c'est mon côté scientifique que j'aime et qui m'aide dans mon leadership. Ça a toujours été le côté... une théorie scientifique, et ça on l'a tous appris à l'école, eh bien on va essayer de la valider ou pas par l'expérimentation. Ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer en tout cas au quotidien avec mes équipes, et c'est-à-dire qu'on peut avoir une intuition, une conviction de par ce qu'on sait, et on va le tester, on va l'expérimenter. On va voir, ça marche pas. Et c'est ça ce que j'appelle une entreprise et une organisation auto-apprenante. C'est cette capacité à dire on teste, on regarde, on apprend de nos expériences et on corrige. Donc c'est l'organisation apprenante, c'est une organisation qui a une approche scientifique. C'est-à-dire... On peut le dire, d'un certain côté, ouais. Oui, c'est-à-dire cette approche d'être capable aussi de changer d'avis, de changer de conviction, parce que c'est le propre d'un scientifique. Ouais, tout à fait. Parce qu'il a expérimenté. Exactement. Et vous êtes capable, vous, de changer d'avis, de conviction ? Oui, je pense. Alors, j'aime, quand j'ai des convictions, justement, aller voir si ça fonctionne ou pas, regarder avec les équipes, si on pense qu'on est convaincu et que on va essayer de l'expérimenter. En revanche, je suis capable de me dire oui, ce qu'on a fait là, on pensait que ça allait fonctionner, en fait ça ne fonctionne pas. Donc oui, je suis capable dans ce sens-là de changer d'avis. Ouais. Et vous êtes vous êtes dans un contexte d'hypercroissance, vous avez des actionnaires. Ouais. On a parlé au début, vous avez dit, pour performer, il faut à la fois une approche rationnelle, structurée, etc., mais en même temps, il faut une approche émotionnelle. Vous en parlez avec vos actionnaires de ça ? Alors, j'ai de la chance d'avoir un actionnaire qui est une famille. Donc, la culture familiale est important. Donc, le côté, justement, très humain fait partie de la culture du groupe. Donc ils peuvent entendre le côté justement l'orientation très people. Ça c'est quelque chose qui est vraiment qui fait partie du groupe. Maintenant ça reste une relation évidemment comme vous l'avez dit d'un actionnaire, hein, donc j'ai des comptes à rendre sur mon PNL, des comptes financiers, et après j'allais dire le côté très humain c'est aussi quelque chose que j'aborde beaucoup, mais au sein de l'organisation des NHCO, donc avec mes équipes essentiellement. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez envie de continuer à amener l'entreprise dans cette hypercroissance pour ne pas qu'elle perde à la fois son ADN, alors son ADN, je vais me parler de l'ADN, mais en tout cas ce qu'elle est, sa culture, le leadership que vous souhaitez effectivement voir continuer, qu'elle attire des collaborateurs qui s'y sentent à l'aise, qui ont envie de travailler dans cette organisation, qui vont cultiver cette passion. Comment vous voyez les choses pour le futur ? Continuer à faire, je pense que ce qu'on sait bien faire, en tout cas, et ce qu'on a réussi à faire, à justement transmettre cette culture aux nouveaux arrivants, mais surtout
Donc ça veut dire recruter un certain profil de personnes et tout le monde n'est pas forcément adapté à la culture NHCO. Donc ça, faut savoir, faut avoir. Elle est suffisamment explicite pour que ça soit facile pour tout le monde. Justement, on y travaille pour que et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qu'on va continuer à développer. C'est vraiment la culture du REX, du retour sur expérience. Donc quand on fait un recrutement qui marche pas forcément bien, toujours, c'est on se remet en question, de dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi avec cette personne elle est compatible avec la culture et pourquoi cette personne ne l'est moins. Donc continuer à faire grandir les collaborateurs et leur donner les moyens de vraiment pouvoir continuer à s'épanouir, à grandir et à performer comme on le fait pour mener NHCO on a de fortes ambitions. Donc aujourd'hui on est une entreprise, on est passé d'une entreprise qui fonctionnait de manière artisanale à une entreprise, à une ETI structurée de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au cours des 5 prochaines années, elle a encore un potentiel pour grandir et continuer à devenir un acteur, en tout cas de la micronutrition responsable sur le marché qui soit clé. Je vous le souhaite. Et ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas essayé parce que le risque toujours quand on grandit, c'est de trop structurer et de tuer quelque part ce qui fait la force de l'entreprise. Donc en fait, je perçois que vous avez testé beaucoup de choses pour essayer de comprendre le mode de fonctionnement qui fonctionnerait. Et j'ai une dernière question, c'est vous en tant que dirigeante, comment vous trouvez le temps de faire tout ça? Comment vous avancez? À quoi ressemble votre agenda? Comment vous gérez cette envie d'être le leader que vous essayez d'être, et puis la réalité qui est votre PNL, les demandes de vos actionnaires, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup. La gestion des problèmes clients, la gestion, même si vous êtes en hypercroissance, dans un environnement complètement instable, vous avez expliqué que vous savez même pas quel serait le défi de demain, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Comment vous gérez tout ça? Comment je gère? Il faut savoir super bien s'entourer, déjà. Oui. Faire confiance. Ça veut dire quoi, savoir bien s'entourer pour prendre commencer? Des personnes plus expertes que moi. D'accord. Sur toutes les fonctions. Oui. Et justement, leur faire confiance. Donc moi, c'est vrai que je délègue beaucoup. Alors, j'ai jamais été une très grande spécialiste. C'est-à-dire que je ne sais pas faire. C'est l'avantage. C'est l'avantage et je pense que ça m'aide aujourd'hui dans mes fonctions. Car en effet, si j'avais envie d'aller au bout de chaque chose, j'aurais pas le temps dans mon agenda de pouvoir tout gérer, clairement. Donc aujourd'hui, j'ai des très très bons. Je me suis entourée de personnes extrêmement performantes qui sont très bons dans leur domaine, meilleurs que moi, et sur qui je peux leur faire confiance. Donc je passe beaucoup de temps pour essayer de on va dire dénouer, avec eux tous les problèmes. Encore une fois, j'ai l'impression d'être catalyseur, facilitateur. Surtout pas dans le contrôle, ça c'est sûr. Et c'est ça qui me permet d'avoir du temps, beaucoup de réflexion. Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai une partie des équipes qui travaillent à Nice. Et donc, j'ai beaucoup de déplacements entre Nice et Paris. Et en fait, mes déplacements, pour moi, c'est une chance parce que j'ai 1 heure de vol dans l'avion où je suis coupée du monde. Et du coup, ces temps-là, c'est des moments extrêmement importants de réflexion. Je prends du recul, où je peux prendre du recul par rapport à tous les sujets, et ce qui me permet de prioriser, de me dire, est-ce que ça, c'est plutôt du P2, P2, ce que j'appelle moyen terme, long terme, Est-ce que ça veut dire que vous avez dans votre agenda l'équivalent de 2-3 heures par semaine sacralisées pour de la réflexion stratégique? Ah oui, au moins 2-3 heures. Auxquelles on ne peut pas toucher. Non. Ou 2-3 heures faciles, je pense, de réflexion. Ouais. Et je prends du recul et je me refais le film sur tous les sujets en cours et pour essayer de les regarder avec un autre regard de ce que... Si vous n'aviez pas l'avion, vous réussiriez à les maintenir? C'est une bonne question. J'essaierai parce que c'est primordial. C'est primordial et nécessaire. Extrêmement nécessaire. Et aussi, je m'autorise aussi beaucoup d'échanges avec des dirigeants d'autres secteurs. C'est extrêmement important. J'allais y revenir par rapport à l'entourage, parce que c'est aussi l'entourage externe. Exactement. Ça nourrit, c'est extrêmement important. Et surtout, on parle souvent de la solitude du dirigeant. C'est vrai,
Mais c'est pour ça qu'il faut l'éviter un maximum. Vous faites partie d'un réseau ? Oui, et puis surtout, j'essaye de... Ça, c'est quelque chose... maintenant, je peux plus le faire parce que justement, comme l'organisation fonctionne très bien, je peux prendre du temps justement pour beaucoup de rencontres dans le réseau, dans mon réseau. Ouais. Vous êtes dans quel réseau ? Enfin, c'est vraiment... c'est des réseaux informels. Vous n'êtes pas dans un réseau de dirigeants particulier. Non, alors on est entreprise à mission. Donc, par exemple, on fait partie de la communauté des entreprises à mission. Donc, via, Oui, vous avez ce type de réseau. Mais sinon, c'est votre réseau au sens large. Exactement. Et les rencontres que vous faites, Exactement. etc. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Delphine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur, partagez-le avec 2 personnes dans votre réseau. C'est une belle façon de renforcer vos liens professionnels tout en contribuant à l'expansion de notre communauté. Pensez aussi à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen d'aider d'autres leaders à découvrir ce contenu, le meilleur moyen également pour me remercier pour ce travail. Pour ne rien manquer sur le podcast, suivez-nous sur la page LinkedIn L'entreprise de demain. Et si vous souhaitez aller plus loin, discuter de vos problématiques de leadership, organiser une conférence inspirante pour vos managers, je serai ravie de vous aider. Contactez-moi à delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com. À bientôt!